Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Juste un petit point pour vous dire que, pour vous souhaiter une bonne année déjà, parce qu'il est encore temps, hein, et plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, peut-être moins de surprises que l'an dernier, hein. Ça faisait longtemps qu'on avait l'idée de ce séminaire en tête. On l'a un peu temporisé dans l'espoir de pouvoir le tenir en présentiel, ce qui n'est pas possible, hein, du fait du contexte sanitaire. Mais ceci dit, voilà, je pense que ça peut être une bonne idée également. Enfin, on disait que ça pouvait être le bon moment de lancer ça en début d'année pour démarrer l'année 2021 en essayant de mettre en place une dynamique collective sur ces questions d'empreinte carbone, empreinte environnementale de la recherche au CNAM. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Kevin Jean, épidémiologiste. Je suis maître de conférence au CNAM, donc dans le laboratoire Mesure. Et je vais laisser mes collègues de l'équipe d'organisation se présenter également. Si tu veux, Zach, si tu veux commencer par exemple. Oui, bonjour à tous. Je suis Zachary Amara, maître de conférence au CNAM et je travaille dans le PN7, en chimie et en recherche au niveau du laboratoire GBCM. Bonjour, moi je suis Gwenaëlle Perrier, je suis chercheuse associée, donc je suis politiste et je suis chercheuse associée au LIS, donc un laboratoire interdisciplinaire, mais qui réunit beaucoup de sociologues, essentiellement des gens qui font des sciences sociales, voilà. Donc juristes aussi, ergonomes, donc politistes, économistes, quelques historiens, historiennes. Et bonjour à tous, moi c'est Mathieu Speclin. Alors je suis maître de conférence au CNAM depuis 2 ans. Je suis au sein de l'EPN 1 et j'interviens notamment pour des cours de machines et moteurs pour le diplôme d'ingénieur en énergétique. Et je suis aussi membre du laboratoire l'IFC qui est en co-tutelle en fait entre le CNAM et l'ENSAM, qui est un tout jeune laboratoire aussi. Et j'ai rejoint récemment le collectif Labo 1.5 en octobre dernier. Voilà pour moi. Et on accueille aujourd'hui Odile Blanchard également, si tu veux présenter Odile. Je suis maîtresse de conférence en économie à l'Université de Grenoble-Alpes et membre de Labo 1.5. Je suis ici aujourd'hui parce que j'ai participé au développement de l'outil G5.5. Ok, merci. Alors, juste pour vous donner un aperçu du programme, on est ensemble jusqu'à 14 heures a priori. Donc, on a prévu 1 heure, un petit propos introductif, donc voilà, pour vous présenter un peu de quoi on va parler. J'enchaînerai ensuite sur un peu la justification de ce webinaire. Pourquoi il est important de prendre en compte l'impact climat, l'impact environnemental des activités de recherche, au CNAM comme ailleurs. Et on aura ensuite une petite session d'échange, de questions-réponses autour de ça. S'en suivra un deuxième temps avec d'abord une présentation par Mathieu de ce collectif Labo 1.5 dont on va vous parler aujourd'hui, qui sera suivi par la présentation de l'outil GS 1.5, donc la calculatrice carbone en gros des labos que Odile va nous présenter, donc elle a contribué à développer. Et on aura un deuxième temps d'échange suite à ce moment-là. Je vois que tout le monde, ou presque, en tout cas, s'est connecté en coupant son micro, donc c'est très bien. Je pense que maintenant, on a tous un peu les bonnes pratiques sur Zoom. Les moments d'échange, pour les moments d'échange, il s'agira soit d'écrire vos questions, vous avez le chat, donc n'hésitez pas à vous en servir pour poser les questions durant les présentations ou pour demander la parole avec une petite étoile, avec un petit signe dans les moments d'échange si vous le souhaitez. Et on terminera donc un peu avant 14 heures par une petite conclusion. Si vous devez nous quitter avant, n'oubliez pas, afin qu'on puisse vous recontacter, essayez de remplir ce formulaire de contact. Donc, on essaye de lancer, comme je le disais, une dynamique. On aura d'autres rendez-vous. Et pour ces autres rendez-vous, il faut qu'on puisse vous contacter. Donc, si vous devez filer avant, n'hésitez pas, avant de filer, à remplir ce formulaire de contact. Je vais le mettre dans le chat tout de suite. Si je vois comment on peut faire ça. Je suis en train de partager. Chat. Voilà, vous avez le lien vers ce formulaire de contact dans le chat. Donc, encore une fois, ne partez pas, s'il vous plaît, sans avoir rempli ce petit formulaire de contact. Des choses à rajouter? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Zach, Gwen, Mathieu? Ok, écoutez, si ça vous va,
on peut embrayer donc, sur ce petit propos introductif de justification. En gros, pourquoi ce séminaire? Pourquoi il est important de prendre en compte l'impact climat, l'impact environnemental des activités de recherche au CNAM comme ailleurs. Donc, on va pas refaire tout un cours de climatologie. Seulement quelques éléments pour illustrer pourquoi il est non seulement important de réduire les émissions de CO2, mais également qu'il est important de le faire au plus vite. Ici, vous avez un schéma qui est très parlant, je trouve, qui est issu du dernier rapport, du rapport 2018 du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui représente un peu les enjeux de l'objectif de neutralité carbone avec différentes perspectives temporelles. Donc, vous savez que les accords de Paris ont accepté comme objectif la neutralité carbone autour des années 2050, autour de la moitié du siècle. Et ici, vous avez deux scénarios. Un scénario où cette neutralité carbone est atteinte en 2040, en bleu, et un scénario où elle est atteinte en 2055, en gris. Et donc, vous avez au regard les niveaux d'émissions de CO2 annuels pour chacun de ces deux scénarios, donc avec une chute jusqu'à la neutralité carbone, le zéro carbone. Et donc, en gros, ce schéma représente quelle est la différence entre ces 15 années d'écart entre l'objectif de neutralité carbone. Vous savez que sur les gaz à effet de serre, on est dans une problématique d'accumulation. Le CO2, les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, et donc un délai dans l'atteinte de cet objectif de neutralité carbone se traduit par une hausse des émissions cumulées dans le temps, de l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce que représente la partie droite de ce schéma, encore une fois, avec ici la quantité cumulée de CO2 atteinte selon le scénario bleu, donc neutralité carbone en 2040, et selon le scénario avec la neutralité carbone en 2055. Et cette différence de quantité de CO2 émise dans l'atmosphère, qui va encore une fois être emmagasiné dans l'atmosphère, c'est la différence entre un réchauffement climatique limité à 1,5 degré, donc c'est le scénario en bleu, et un réchauffement climatique de 2 degrés. Et sur la différence d'impact entre un réchauffement climatique à 1,5 degré et un réchauffement climatique à 2 degrés, ça a fait l'objet de ce rapport du GIEC, le rapport de 2018, le rapport spécial 1.5, avec, encore une fois, des impacts beaucoup plus importants sur les populations, sur les sociétés, sur les écosystèmes, à 2 degrés versus 1,5 degré. Un élément qui, moi, me semble central et vraiment moteur pour la science, c'est également cette notion de point de bascule climatique, le fait que chaque demi-degré, chaque degré, nous rapproche de ces points de bascule climatique qui sont ces changements de système, ces changements d'état du système Terre, si vous voulez, que les modèles climatiques ont beaucoup de mal à prévoir, mais dont on sait qu'ils vont nous faire passer dans un régime climatique totalement nouveau, de façon sans doute irrémédiable. Donc, une fois qu'on les aura atteints, le retour en arrière sera très compliqué, voire impossible. Et donc, même si on ne sait pas exactement à quel niveau de réchauffement on les atteindra, on sait que plus on réchauffe et plus on s'en approche. Donc, ces points de bascule, on a par exemple la fonte de l'Arctique ou du Groenland, la disparition de la barrière de corail. Et encore une fois, ce sont ces points irrémédiables, on va dire, d'atteinte irrémédiable au système Terre. Et c'est ce qui fait dire, notamment à Valérie Masson-Delmotte, climatologue française, qui était une des auteurs principales du rapport du GIEC de 2018, que chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Alors pourquoi, en tant que scientifique, on est spécifiquement concerné par cette notion, cette question d'urgence climatique? D'une part parce que toute la documentation des changements globaux, que ce soit au niveau du climat, avec les rapports du GIEC notamment, ou au niveau de l'atteinte à la biodiversité avec l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui est l'IPBES, le consensus scientifique sur l'existence et les impacts de ces changements, il provient de la communauté scientifique. C'est la communauté scientifique qui est à la source de la documentation rigoureuse scientifique, du consensus autour de ces changements globaux. Et d'autre part, la communauté scientifique est également la source d'appel à l'action répétée, à l'action auprès des gouvernements, auprès des populations. Il y a notamment cet article de 2017, The World Scientists Warning to Humanity, qui était un article qui a regroupé la signature de 17 000 scientifiques à travers le monde qui appelaient à l'action sur cette urgence climatique. Donc voilà, communauté scientifique également comme lanceur d'alerte sur cette question de la nécessité, encore une fois, de répondre à cette urgence climatique. Or, pour que ces appels de la communauté soient entendus, de la communauté scientifique, la communauté scientifique se doit elle-même d'être exemplaire. Et c'est ce qu'a voulu dire cet auteur dans un article du Guardian, qui en gros moquait un peu le fait que 30 000 climatologues,
que des climatologues se sont réunis autour d'un week-end lors d'une conférence scientifique pour le climat et du fait de cette conférence ont émis environ 30 000 tonnes de CO2. Et il alertait en disant attention, parce que c'est avec ce type de comportement qu'on décrédibilise, on disqualifie nos propres messages. Là, il y a un problème de cohérence entre le message et nos propres pratiques. Et on a vraiment cet enjeu, encore une fois, de cohérence, de crédibilité de la communauté scientifique qui, si elle veut que ses appels soient entendus, se doit d'être exemplaire. Et au-delà de ce devoir de crédibilité et d'exemplarité, il y a un autre aspect, c'est que si nous, scientifiques, qui sommes quand même armés pour comprendre, pour interpréter ce que signifie un changement climatique, un dérèglement climatique, pour pouvoir appréhender les enjeux sociaux, économiques de ce dérèglement, des impacts du dérèglement et des trajectoires de décarbonation de l'économie et de la société, si nous-mêmes, qui disposons de tous les outils pour appréhender ces questions, nous ne nous mettons pas en cohérence et nous n'arrivons pas à organiser notre propre transition au sein de notre communauté professionnelle, ben alors on ne sait pas vraiment qui d'autre pourra le faire. On a vraiment là aussi ce devoir d'exemplarité, encore une fois, parce qu'on dispose de tous les outils pour comprendre l'urgence et comprendre les différentes trajectoires qui nous permettent de viser cette neutralité carbone. Ce constat rencontre une demande croissante du monde académique. Il y a de plus en plus, individuellement, de plus en plus de personnes ressentent un peu ce besoin de mise en cohérence des résultats de la recherche et des pratiques des activités de recherche. Ça se traduit par l'émergence de collectifs, soit à l'échelle internationale. Vous avez ici l'exemple d'un collectif de climatologues qui s'engage à voyager, à prendre moins ou ne plus prendre l'avion. En France, la création en 2019 du collectif Labo 1.5, sur lequel on reviendra, que Mathieu va présenter, et également à des prises de conscience à l'échelle d'institutions, d'universités, avec des exemples comme l'université de Cambridge ou l'université de Genève qui se sont engagés à réduire leur empreinte carbone. Alors, avant de parler de réduction de l'empreinte carbone, de réduction de l'impact climat des activités de recherche, qu'est-ce qu'on sait de cet impact? D'où on part? Quelles sont les connaissances disponibles sur, encore une fois, l'impact des activités de recherche en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, les pratiques de recherche vont dépendre des domaines. Certains domaines de recherche nécessitent des missions de terrain, donc des déplacements fréquents. D'autres nécessitent des équipements importants. Si on pense par exemple à l'astrophysique, qui nécessite là du matériel vraiment très important. D'autres encore ont recours à des outils numériques qui peuvent être très intenses en consommation énergétique. Et donc, toutes ces pratiques et donc toutes les émissions de gaz à effet de serre associées vont bien évidemment dépendre des domaines de recherche. Pour autant, on commence à avoir de nombreuses évaluations d'empreintes CO2 disponibles à l'échelle d'individus, donc de chercheurs, de chercheuses, à l'échelle de laboratoires ou à l'échelle d'universités. J'en ai cité quelques références ici. Et malgré, encore une fois, toute cette hétérogénéité, cette diversité des pratiques et des niveaux d'émissions de CO2, on a des tendances claires qui émergent. Et ces tendances, si on veut les résumer, il y a vraiment, encore une fois, trois points qui émergent malgré la diversité des pratiques. La première, c'est que les chercheurs émettent plus que la moyenne des citoyens. Grosso modo, une chercheuse, un chercheur va émettre dans sa pratique professionnelle environ 2 fois plus qu'un citoyen européen lambda. Et ça, ce n'est qu'en prenant en compte pour le chercheur, la chercheuse, ses activités professionnelles. C'est sans prendre en compte ce qui se passe le week-end, ce qui se passe les soirs, c'est vraiment que dans son activité professionnelle. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, le citoyen ou la citoyenne européenne lambda émet plus qu'il n'en faut pour respecter l'accord de Paris. Donc là, on a vraiment un niveau d'émission qui n'est pas cohérent, encore une fois, avec des objectifs climatiques. La deuxième tendance qui est importante, c'est qu'à l'échelle des équipes ou des institutions, ces émissions de CO2, elles ne sont pas distribuées équitablement et que, grosso modo, on a cette règle qui veut que 10% du personnel dans les laboratoires sont responsables d'environ 50% des émissions. Et troisième point, qui est là aussi très important, c'est que dans la grande majorité des exercices de bilan carbone qu'on a, l'avion représente le poste d'émission le plus important. Ça va de 45 à 90% des émissions de CO2 associées à ce transport en avion. Encore une fois, ça reflète la diversité des pratiques de recherche. Le 45% ici, la borne inférieure, ça correspond à un laboratoire d'océanographie qui a beaucoup de missions en mer, donc du recours à des bateaux qui
qui consomment du fioul, quoi. La plupart des labos sont plus vers une proportion de l'aviation, des transports, des voyages en avion dans leur empreinte qui correspond plus à 60 à 90% de l'empreinte carbone des laboratoires et des équipes. Alors maintenant, quand on a ces chiffres un peu en tête, faisons l'exercice de réfléchir un petit peu aux démarches, aux gestes d'atténuation de cette empreinte carbone qui nous sont fréquemment proposés sur nos lieux de travail, dans nos universités, dans nos labos. Les mesures vertes les plus fréquentes qu'on va voir, en général, ça va être le tri des déchets, ça va être le fait de ne pas imprimer les emails si c'est nécessaire, ça va être le fait d'éteindre la lumière quand on a sorti d'une pièce. Et la question, c'est finalement, si on se cantonne à ces petits gestes qui ont leur importance, qui sont nécessaires, est-ce qu'on n'est pas en train de rater complètement l'objectif et de passer à côté encore une fois, des postes d'émission les plus importants? Ce que je veux signaler là, c'est que c'est la nécessité finalement tout simplement d'appliquer une démarche scientifique pour appréhender notre impact carbone, notre impact en gaz à effet de serre, pour viser à le réduire. Et donc la première chose, si on veut réduire l'empreinte, l'impact des activités de recherche, c'est de commencer par l'évaluer, de commencer par le quantifier. Comme ça, afin de commencer par savoir d'où on part, avoir un état initial, savoir d'où on part, encore une fois, quel est le niveau d'émission d'un laboratoire, d'une institution. Ça permet également d'identifier les postes d'émission les plus importants pour les cibler, en regard de proposer des objectifs et des moyens de réduction de cette empreinte carbone. Et la quantification, ça permet également d'assurer le suivi des émissions de CO2 dans le temps et d'évaluer en gros le respect des objectifs qui ont été fixés. Et justement, sur cette question de quantification de l'empreinte carbone, le collectif Labo 1.5 a mis à disposition de la communauté en novembre 2020 un outil qui s'appelle GES 1.5, le 1.5 faisant référence à cet objectif de réchauffement climatique à 1,5 degré qui est l'accord de Paris, qui est un outil libre, open source, et en fait qui est une calculatrice pour mesurer le bilan gaz à effet de serre des laboratoires, donc qui a été conçu spécifiquement pour les activités de recherche. Pour l'instant, ça ne concerne que les activités de recherche, on va dire. C'est aussi pour ça que le webinaire était essentiellement à destination des personnels de recherche du CNAM. J'en dis pas plus sur GES 1.5. Odile Blanchard le présentera en deuxième partie de ce webinaire. Alors, un élément important de retour d'expérience de la part des différents labos, des différentes équipes de recherche qui se sont lancées dans cette démarche à la fois d'évaluation de l'empreinte carbone et de réduction de cette empreinte carbone. Le point le plus important, c'est que cette démarche, elle nécessite d'être concertée. Elle ne doit pas être imposée par une direction ou imposée de manière globale, on va dire, à un établissement. Pourquoi ? Parce que les contextes de recherche sont variés et finalement, c'est les équipes qui sont sans doute les plus à même d'identifier les leviers de réduction pertinents. Encore une fois, les pratiques de recherche ne sont pas les mêmes d'une équipe à une autre. Et donc, une solution de réduction de l'empreinte carbone pour toutes les équipes, c'est quelque chose qui ne paraît pas forcément le plus pertinent. D'autre part, sur cette concertation, il y a l'aspect que tout le monde est vraiment légitime pour discuter de l'empreinte carbone de la recherche et des façons de la réduire. Un exemple, entre des chercheuses et des chercheurs seniors et des chercheuses et des chercheurs juniors, la problématique des trajets domicile-travail ne va pas se poser de la même façon, simplement parce que les lieux d'habitation ne sont pas toujours les mêmes entre des personnels de recherche plus juniors et d'autres plus seniors. Et donc, tout le monde est légitime là aussi pour le discuter et donner son avis sur la démarche. Et enfin, et c'est aussi là, sans doute le plus important, c'est que cette démarche co-construite, cette co-construction de la démarche, c'est vraiment la garantie d'adhésion, parce qu'encore une fois, si la démarche de réduction de l'empreinte carbone apparaît comme étant imposée par la direction, imposée par la direction des labos de l'institution, alors ça va être une source de défiance, ça va être une source d'opposition très généralement. Et on a des exemples, on pourra sans doute le détailler si vous le souhaitez, d'adhésion qui ont vraiment été garanties par cette co-construction d'une démarche d'évaluation et de réduction de l'empreinte carbone des labos. Donc voilà, je vais pas être beaucoup plus long. En conclusion sur ce point, donc pour essayer de répondre à cette question de pourquoi évaluer cette empreinte carbone de la recherche, le premier point, c'est à l'échelle individuelle, encore une fois, pour mettre en cohérence des pratiques et les résultats de la recherche. On est dans une profession qui est un peu toujours chamboulée par des réformes, on est toujours un peu dans
finalement dans la tentative de retrouver parfois du sens à nos postes, hein, dans notre emploi, là où on est incité à courir de plus en plus vers les projets de recherche. Et encore une fois, ce qu'il faut également avoir en tête, c'est ce devoir d'exemplarité du secteur académique. Ce qui est important également, c'est que cette démarche de réduction, elle est importante également à l'échelle des labos et des institutions. Pourquoi ? Parce que on a des objectifs bas carbone qui se profilent à l'échelle de la France ou de l'Union européenne, qu'on le veuille ou non. Fin 2020, le Parlement européen a voté une hausse des objectifs de réduction des gaz à effet de serre avec un objectif de moins 60% d'émissions à l'échelle 2030. Donc, quelque part, cet impératif de réduction, on a un peu le choix entre le subir et l'anticiper à l'échelle des labos. Et l'anticiper à l'échelle des labos, ça veut également dire que, ça signifie également développer un savoir-faire quelque part stratégique dans la conduite de la recherche en contexte bas carbone qui, encore une fois, se profile à l'horizon, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, cette question d'anticiper ou de subir cette transformation. Je vous remercie. On a le temps pour des questions-réponses. On a un premier temps d'échange avant d'enchaîner sur la présentation un peu plus on va dire opérationnelle du collectif et de l'outil GS 1.5. Zach, je te laisse la parole. Et donc, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser des questions donc, sur le chat ou même, comme on n'est pas si nombreux que ça, on est 31 participants en incluant les organisateurs, donc n'hésitez pas à prendre la parole en levant la main. Donc, je vais déjà commencer par poser une question qui est arrivée sur le chat de Brice Tréméac, qui demande, Kevin, s'il est possible d'avoir les références sur les 3 points que tu as cités, diapo 10. Parce que peut-être tes sources, c'est ça qui veut dire. Donc la diapo suivante, il me semble. Ah, on t'entend pas. Ton micro est coupé, Kevin. Pardon, ouais. Les sources, elles sont là, je les ai mises rapidement, mais je pourrais les partager si vous voulez. De toute façon, on partagera l'enregistrement de ce webinaire avec les sources. Je tiens à dire également que sur l'empreinte carbone des labos, le collectif Labo 1.5 est en train de travailler là-dessus. On a de plus en plus de données qui arrivent. Mathieu, Odile en parleront tout à l'heure. Donc voilà, et encore une fois, les sources, elles seront partagées à l'issue du webinaire. Ok. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais maintenant passer la parole à William dans les participants qui a levé la main. Oui, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à l'équipe pour cette initiative et sa préparation. Ma question est simple. Avez-vous connaissance d'initiatives analogues dans les pays étrangers? Et est-ce qu'il est envisagé d'avoir une sorte de fédération mondiale de ces initiatives? Alors, est-ce que Odile ou Mathieu veulent répondre à la question sur, on va dire, les interactions internationales entre Labo 1.5 notamment et d'autres pays? Sur les initiatives en termes de bilan gaz à effet de serre ou d'empreinte carbone, je dirais qu'il y a beaucoup d'universités, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger, qui ont déjà engagé une démarche, je dirais, avant tout individuelle, c'est-à-dire à l'échelle de l'établissement en question, à l'échelle de l'entité, mais une démarche commune, standardisée, comme on le propose dans Labo 1.5, à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est en ça que l'outil GS 1.5, pour l'instant développé pour la France, et je pourrais vous expliquer pourquoi c'est seulement pour la France, entre guillemets, c'est une démarche, je dirais, un peu pionnière et qu'on espère donc pouvoir, qu'elle sèmera ensuite sur d'autres pays. On a des contacts avec d'autres pays, on a des contacts en Allemagne, on a des contacts en Suisse, on a des contacts forts avec lesquels on échange sur différentes questions liées à des options qu'on a prises dans GS 1.5. Mais en termes de démarche commune standardisée, à notre connaissance, il n'y en a pas d'autre que GS 1.5. Très bien, donc
Merci pour cette question et pour la réponse. Et donc, je vais passer la parole à Yann Arthur. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'avais une question sur Kevin, tu as parlé de l'importance de la concertation. Je voulais savoir si vous avez des retours d'expérience sur la façon dont cette question a été introduite dans des laboratoires qui l'ont mis en place, sur on va dire la méthode qui a été employée pour amener cette question-là. Enfin, on avait essayé rapidement l'année dernière de lancer une démarche un petit peu de réflexion sur le sujet, sans trop d'écho au sein de notre laboratoire avec Gwen qui est ici présente. Et donc, voilà, je voulais savoir si vous avez des retours d'expérience sur le mode d'action, on va dire, qui permet d'introduire cette démarche dans un laboratoire, quoi, et l'échelle. Alors, pour répondre un peu à ce point, Arthur, il y a un laboratoire qui est vraiment pionnier en France qui s'appelle l'Océan, qui est un laboratoire d'océanographie de Paris 6, je crois, et qui s'est lancé dans cette démarche. La première réponse, c'est que ça prend du temps. Ils ont mis vraiment 1 à 2 ans à réfléchir à tout ça. Le point de départ, c'est vraiment cette question d'évaluation de l'empreinte carbone, parce que au-delà de la compréhension un peu de l'impact des activités, c'est aussi un exercice de sensibilisation, de fédération autour de ces questions. Et c'est vrai qu'il faudrait leur demander un exercice là, de retour d'expérience un peu plus détaillé, mais il y a eu des séminaires, il y a eu des retraites de labo, avec un groupe moteur, des gens un peu plus suiveurs, une concertation qui a pris du temps, encore une fois, 1 à 2 ans. Ce qui est très important, c'est qu'à la suite, ils sont proposés en conseil de labo plusieurs mesures, dont certaines assez fortes, de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle du labo, et ils ont obtenu en conseil de labo des niveaux d'approbation de l'ordre de 80%. Donc voilà, le bilan carbone comme point de départ, la question du temps, prendre le temps de faire cette démarche et de s'assurer encore une fois que tout le monde a la parole sur ces questions. Je crois qu'ils ont utilisé la méthode des quotas diminuants pour satisfaire la réduction des GES. Mais je crois qu'Odile, justement, voulait rajouter quelques mots là-dessus. Oui, c'est juste pour compléter, donc pas sur l'expérience de l'océan, parce que c'est effectivement un bel exemple et d'aboutissement d'une démarche. Mais pour répondre à la question de Yann en termes de démarche et de concertation, il y a d'autres exemples de labos en France. Alors bien entendu, on est chacun, on connaît plus les expériences proches de chez nous. Donc en l'occurrence, là, c'est on va dire sur Rhône-Alpes, donc sur Grenoble et Chambéry. Il y a 2 laboratoires, je dirais, à Grenoble, donc l'un qui s'appelle ISTER, l'autre qui s'appelle l'IGE. Donc l'IGE, en plus, c'est un laboratoire où il y a pas mal de climato dedans. Et donc l'IGE, de son côté, donc, a rédigé et fait valider en Assemblée générale un manifeste d'engagement à réduire les émissions du labo en prenant un objectif d'engagement. Et il y a un autre laboratoire qui me paraît extrêmement aussi intéressant en termes de démarche, toujours, pas seulement l'aboutissement, mais vraiment la démarche. C'est le LAMA à Chambéry, donc c'est un laboratoire de recherche en mathématiques. Et de par son directeur et une très grande motivation de son directeur, ils sont arrivés à faire adopter en Assemblée générale du labo, et c'est aussi là que la concertation est extrêmement importante parce que ça a mené à beaucoup de débats, mais ils sont amenés à faire adopter une charte, donc avec un engagement en particulier là sur les déplacements, donc pour limiter les déplacements en avion, pour limiter même les déplacements récurrents sur certaines destinations, et donc ils ont là, beaucoup travaillé ensemble, en concertation. Et donc, Georges, on a déjà fait intervenir plusieurs fois au niveau de Grenoble pour qu'il nous explique effectivement cette démarche de co-construction, qui est aussi une démarche délicate, avec des personnes, en particulier ceux qui sont concernés par des déplacements trop fréquents, trop importants, trop en avion et autres, qui ne sont pas forcément positifs vis-à-vis de ce genre de démarche. Et donc, c'est une concertation, c'est des débats, et à un moment donné, l'impact du fait que le moteur, c'était avant tout le directeur d'unité, a été extrêmement fort pour arriver à faire passer cette charte. Donc, je dirais, il n'y a pas une seule démarche qui vaille. Elles sont toutes différentes en fonction du contexte interne, mais systématiquement, la concertation est quelque chose d'indispensable. Merci. Ok, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, si vous voulez, on passe à la suite de l'exposé. Ah, il y a Stéphanie Châtelain
Ponroy qui souhaite poser une question, qui a levé la main. Oui, moi, je m'interrogeais. Alors, je ne suis pas du tout calée sur ces sujets-là, donc je vais peut-être dire une énormité, mais je m'interrogeais sur le fait que vous avez annoncé que l'avion était le poste d'émission le plus important. C'est en effet là-dessus que j'essaye d'agir dans mon propre labo, mais j'avais en tête qu'il y avait eu un point d'inflexion et que désormais, la pollution, ou en tous les cas l'empreinte carbone la plus importante, elle était liée à l'utilisation d'Internet, aux data centers et au fait qu'on avait, on envoyait des tonnes de choses à tout bout de champ via nos mails. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi? Moi, je vais bien répondre si vous voulez. Vas-y, Odile. On n'a pas beaucoup, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul sur ce qui est dans GSA 5, parce qu'il y a beaucoup de labos qui ont commencé à faire leur bilan. On est donc à presque une centaine de bilans. Hier, on était à 99. Donc, il y a, on va dire, un peu plus de 80 labos qui ont commencé à faire leur bilan. Et en fait, ce qui ressort, en tout cas, des échanges avec les différentes personnes qui ont fait leur bilan ou qui sont quasiment au bout, c'est que la répartition des émissions est extrêmement différente en fonction de l'activité du labo. Et donc, Kevin a fait référence à certaines études qui montrent ça, effectivement, en tout cas certaines publications. Mais donc, je vais vous donner deux exemples complètement différents. Donc, l'exemple de mon labo, qui est un labo de sciences sociales, le poids le plus important, c'est sur les domiciles travail. Donc, plus de 50%, c'est les déplacements domicile-travail. Un autre labo, donc là, en biologie, donc pas sur Grenoble, mais sur Bordeaux, un autre labo qui s'est interrogé beaucoup avec nous en disant « mais attendez, voilà le résultat auquel j'arrive, est-ce que c'est cohérent ?» Et donc, ils avaient, eux, énormément de consommation d'électricité et de chauffage. Et donc, ça explose complètement leur bilan. Et là, effectivement, ce qui a été mis à jour, et donc les chiffres ne sont pas faux, ce qu'ils ont rentré était complètement correct, mais en fonction de leur activité, eux, ils ont une animalerie qui nécessite énormément de ventilation et qui nécessite énormément de climatisation, chaude ou froide en fonction de la saison. Et donc, malgré un bâtiment extrêmement performant tout neuf, ils ont des consommations qui explosent de fait de leur activité. Donc voilà, c'est extrêmement varié, et de l'océan, au contraire, a lui effectivement un point très important sur les déplacements, comme IGE, le laboratoire de climato dont je parlais tout à l'heure, comme ISTER et autres. Je me permettrais peut-être juste d'ajouter un point vraiment sur la question du numérique. Donc, on sait que sur l'impact du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est très, très inquiétant, c'est les tendances. On est sur des tendances d'augmentation complètement démentes. Et on passe un peu d'un stade où on avait l'impression jusqu'à il y a peu que tout ce qui était numérique n'avait pas d'emprise, on va dire, ni matérielle ni en termes de gaz à effet de serre, et on commence à s'en rendre compte d'un point de vue des data centers notamment. Pour autant, encore une fois, si on compare avec l'avion, je vous ai mis, je ne sais pas si vous le voyez encore, ce graphe qui compare différentes pratiques et leur niveau d'émission de gaz à effet de serre. 30 heures de visioconférence, donc ça a un poids, il ne faut pas dire que ça n'en a pas, et multiplier les visios, quelque part, c'est faire augmenter ce poids-là. Néanmoins, on n'est vraiment pas sur les mêmes ordres de grandeur. Quand on regarde comparé à un voyage en avion, on est sur 3-4 ordres de grandeur de différence. Donc, encore une fois, c'est plus, on va dire, la tendance de fond dans le numérique qui inquiète. Mais en termes d'intensité carbone de la pratique, le voyage en avion est quand même ce qui consomme le plus en très peu de temps, on va dire, pour le dire ainsi. Oui, c'est le secteur qui a la plus forte croissance, en fait. Je veux bien compléter encore un peu sur le numérique, parce qu'on a donc travaillé avec un laboratoire d'astrophysique de Paris sur l'empreinte carbone d'un méga projet d'astrophysique qui est à horizon 2030-2050. Donc le développement d'antennes, de 200 000 antennes à terme, donc pour capter certaines ondes. Je ne saurais pas vous expliquer exactement ce que c'est en termes physiques. Mais donc, cette empreinte carbone, on l'a faite très récemment.
Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que justement, à un moment donné, ces antennes vont récupérer énormément de données, vont traiter énormément de données, vont stocker énormément de données. Et donc, l'évaluation qu'on en a faite à l'heure actuelle, c'est qu'en fonction alors, de la taille du projet, mais à un moment donné, c'est effectivement l'empreinte du numérique qui l'emporte sur les antennes qui sont en acier, qui l'emporte sur les déplacements des chercheurs. Voilà, les données, c'est oui, les visios, bien entendu, c'est très bien, si on peut utiliser la vidéo à la place des déplacements, mais le traitement des données, le stockage des données, c'est quelque chose d'extrêmement consommateur et qui va, bien sûr, croissant aussi. Et donc, c'est très bien de l'avoir souligné parce que je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on ait conscience pour être moins gourmand et chercher aussi à réduire à trouver des manières de faire différemment pour ne pas systématiquement tout stocker. Il faut qu'on Donc, c'est ce qu'a fait ce projet d'astrophysique. Et ils ont déjà fait des choix en se rendant compte de l'empreinte de ce numérique. Si vous voulez voir le papier, on vient de le sortir. Il est sur Archive ou Archive, je ne sais pas comment vous prononcez. Voilà, pour sortir il y a quelques jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces réponses très claires et bien détaillées. Peut-être que vous pourriez partager cet article sur le chat si vous avez le temps. Sinon, en attendant, on va passer à la suite. Et donc, voilà, Mathieu. Oui, merci Zach. Je vais prendre le relais et présenter succinctement le collectif Labo 1.5. Alors, tout d'abord, je partage l'écran. Voilà, est-ce que c'est bon? Parfait. Donc voilà, je vais vous présenter succinctement le collectif, son cadre de travail et présenter ses actions. Et Kevin ou Odile pourra ensuite apporter quelques précisions. Alors, donc le collectif a été, alors je vais enlever la barre, a été créé récemment, début 2019, par deux membres de l'INRAE et du CNRS. Et aujourd'hui, c'est une association type loi de 1901, donc qui regroupe des membres du monde de la recherche autour d'une charte commune, alors qui met en avant des valeurs notamment d'indépendance et de transparence vis-à-vis des financements, vis-à-vis des publications et de la production scientifique. Aussi une valeur d'égalité, c'est-à-dire que tout le monde est bienvenu, qu'on soit doctorant, technicien, chargé de recherche, etc. Voilà, dans le but commun de réduire l'empreinte de nos activités de recherche sur l'environnement. Et pour ce faire, pour réaliser cet objectif, le collectif a une démarche triple, qui est dans un premier temps de produire des connaissances pour parvenir à une estimation précise justement de notre empreinte. Ensuite, communiquer autour de cette initiative, mettre en relation les différents acteurs. Et pour finir, faire émerger des solutions qui nous permettraient de réduire cette empreinte. Donc une démarche assez classique, constat, réflexion et solution. Alors, en quelques chiffres, aujourd'hui, le collectif, c'est environ 520 membres de la recherche, donc issus de très nombreuses disciplines, une liste quasiment exhaustive. On a aussi 2250 abonnés aux news du collectif et un soutien de plus en plus, plus important de la communauté scientifique. Voilà, on notera notamment que le 6 novembre dernier, pour la réunion du collectif, on a eu plus de 800 participants. Alors, je vais vous présenter, on va dire, la structure du collectif. Donc, il est composé de 6 équipes de travail qui sont toutes chapeautées par une équipe coordination qui, elle, est constituée de 11 membres. Ensuite, dans les 6 équipes, vous avez tout d'abord l'équipe enquête, qui, comme son nom l'indique, va faire des enquêtes auprès de la communauté scientifique pour mesurer ses représentations, ses bonnes pratiques, s'il y en a déjà, ses initiatives vis-à-vis de l'urgence climatique. Donc ça, c'est plutôt avec des questionnaires de ce genre d'outils. Ensuite, vous avez les équipes empreintes et l'équipe technique. Donc l'équipe empreinte, elle va faire cette estimation précise de l'empreinte carbone des activités de recherche avec une méthode standardisée et commune pour tous les laboratoires volontaires.
Et donc, en fait, c'est le développement de l'outil GES qu'Odile pourra vous présenter juste par la suite. Et donc, ce développement est fait conjointement avec l'équipe technique, hein, qui, comme son nom l'indique, voilà, c'est plus sur l'aspect technique de la chose. Et cette équipe aussi met en place et promeut les outils numériques libres et éthiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du collectif. Ensuite, vous avez les équipes réflexion et communication. L'équipe réflexion, c'est une sorte de think tank qui va articuler et créer les débats de fond au sein du collectif sur ces sujets et sur l'urgence climatique. Et l'équipe communication qui est gérée de gérer la communication entre les équipes, mais aussi avec l'extérieur, avec l'international et avec la veille scientifique. Et pour finir, vous avez l'équipe expérimentation, donc elle qui va plutôt s'occuper de la finalité, c'est-à-dire des solutions, explorer les différentes pistes de réduction de nos empreintes sur l'environnement, notamment l'empreinte carbone. Et donc, elle lance une expérimentation au niveau national sur plusieurs années avec tous les laboratoires qui sont volontaires pour documenter et évaluer justement ces pistes de réduction. Et voilà, qui sont pour être utiles pour les laboratoires dans le futur qui vont donc se lancer aussi. Voilà, alors pour finir, je remets quelques chiffres. Donc aujourd'hui, on a quasiment 100 bilans de gaz à effet de serre effectués qui concernent environ 90 laboratoires. Et on a aussi des initiatives, on va dire, connexes sur le même sujet, mais pas forcément sur les GES. Donc on peut noter, par exemple, dans des labos, la promotion de déplacements doux pour les trajets domicile-travail, un labo qui a mis en place c'est des exemples pour vous situer un peu les initiatives. Un labo qui a mis en place, je crois, le recyclage de polystyrène parce qu'ils en utilisaient beaucoup dans leur activité. Voilà, donc des choses comme ça qui sont en lien avec l'empreinte de la recherche, de nos activités sur l'environnement. Et voilà, pour finir, on a de plus en plus de reconnaissance. On a eu la presse parle du collectif, notamment dans Le Monde, dans Libération, dans Reporter. Donc des articles. Et récemment, on a pu constituer un groupement de recherche donc reconnu par le CNRS et l'INRAE, et ce GDR va permettre notamment de pouvoir avoir des financements. Voilà pour cette présentation succincte. Je vous remercie. Du coup, Mathieu, est-ce que tu peux passer je passe la main à Odile pour la présentation de l'outil GES. Voilà. Donc, juste une précision par rapport à ce que Mathieu vient de dire, le GDR n'est pas encore constitué. C'est voilà, et ça va se faire. On espère que ça va se faire dans les 3 prochains mois. Mais c'est en discussion. On a commencé déjà à rédiger un projet de recherche. C'est en discussion à l'heure actuelle, déjà au sein de Labo 1.5, parce qu'on a encore des précisions, des compléments à faire sur le projet de recherche qu'on a écrit, et ensuite en présentation à l'INRAE d'un côté et au CNRS de l'autre. Ça verra le jour dans l'année 2021, c'est sûr. Je vais vous présenter donc rapidement. Il faut peut-être que je ne sais pas si vous voyez totalement l'écran, ou est-ce que vous êtes gêné aussi par Non, c'est bien. Non, c'est bon, à peu près la totalité de l'écran. Vous n'êtes pas gêné par le fait, je ne sais pas si je peux enlever l'ensemble des participants. Bon, peu importe. Donc, je vais vous présenter l'outil GES 1.5, qui est un outil d'estimation des émissions de gaz à effet de serre des laboratoires de recherche français. Donc, quels sont les objectifs qu'on s'était donnés donc, il y a 1 an et demi, on a lancé l'initiative en septembre 2019. Donc, le premier objectif, c'était d'estimer l'empreinte carbone de tout laboratoire de recherche français pour connaître le niveau d'émission. Tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas piloter d'action de réduction. Et aussi, et ça c'est très important pour nous, c'est d'acculturer, l'ensemble du personnel de la recherche à l'urgence climatique, et donc de sensibiliser, d'impliquer le personnel des labos dans ce sens-là. L'idée, c'est de développer GES 1.5 avec une méthodologie commune et standardisée pour qu'on puisse comparer et échanger entre nous sur des bases cohérentes.
On est très militant aussi pour que l'outil soit donc gratuit, hein, open source, et il est en plus donc, sur Internet, hein, donc a priori assez convivial. Et l'idée aussi, quand on a créé cette initiative, c'est de vouloir contribuer à un champ de recherche émergent, et en particulier sur l'empreinte carbone de la recherche, et donc la recherche française en l'occurrence. Alors, quelles sont les caractéristiques majeures de G5.5 ? Comme je vous l'ai dit, on a une méthodologie qui est standardisée. Et la première chose, c'est qu'elle est conforme à la réglementation française. Donc, il y a une réglementation, hein, qui fait 80 pages. Et donc, on connaît cette réglementation et on fait attention à être complètement conforme. Sachant que cette réglementation va changer dans l'année 2021, on se mettra en conformité le plus rapidement possible pour justement toujours rester, hein, systématiquement cette conformité. Malgré cette conformité à la réglementation française, on a voulu faire quelque chose aussi de spécifique au labo. Donc, d'une part, on intègre des éléments qui sont propres au laboratoire de recherche, on en parlera tout à l'heure, et d'autre part, on a mis l'accent sur les postes d'émission qui sont a priori les plus significatifs en termes de volume d'émission pour la plupart des laboratoires. Donc, on n'a pas pris en compte l'ensemble, donc de façon exhaustive, l'ensemble des postes d'émissions de gaz à effet de serre d'un laboratoire, mais on a mis d'abord l'accent sur les émissions communes à tous et qui sont a priori, pour beaucoup de labos, les plus importantes. Et donc, les sources d'émissions qu'on a prises en compte dans cette V1, hein, celle qui est à l'heure actuelle en ligne, hein, c'est d'une part les émissions qui sont générées dans les bâtiments par les consommations d'électricité, de chauffage et les gaz de réfrigération, climatisation, et d'autre part, tout ce qui concerne les déplacements, donc les déplacements en mission, et puis les déplacements trajet, hein, domicile-travail du personnel du labo. Une autre caractéristique aussi de G5.5, c'est qu'on a fait en sorte que le bilan qu'on va faire une année, il soit possible de le stocker et que l'année suivante, on puisse consulter ce bilan autant qu'on veut et que l'année prochaine, on puisse faire le bilan de l'année suivante et ainsi de suite. Donc, tous les ans, d'avoir les bilans, et ils sont tous stockés dans l'outil G5.5, de manière à pouvoir voir en évolution un petit peu ce qui se passe, hein, au sein du laboratoire. Alors, comment on fait? Je ne sais pas quels sont le niveau de connaissance des personnes qui sont participantes aujourd'hui, donc je rappelle, hein, le calcul de base. Pour toute activité émettrice de gaz à effet de serre, on va identifier la quantité d'activité et on va multiplier par ce qu'on appelle un facteur d'émission de cette activité. Je vous donne un exemple classique, hein. Les émissions de gaz à effet de serre d'un véhicule qui appartient au labo sur une année donnée. On va chercher à connaître la distance annuelle parcourue, donc on va demander de collecter cette donnée et on va multiplier par le facteur d'émission d'un véhicule moyen français, hein, donc le facteur d'émission il est propre à la France, par kilomètre parcouru, un véhicule d'une motorisation moyenne, hein, il émet à peu près 241 grammes d'équivalent CO2. Et tous les facteurs d'émission qu'on a pris en compte sont avant tout issus d'une base de données qui est la base réglementaire, qui s'appelle la base carbone, hein, elle est fournie par l'ADEME, elle est gratuite, mais cette base carbone ne fournit pas forcément tous les facteurs d'émission dont on avait besoin. Donc, on a complété, en particulier pour des activités qui sont propres à la recherche, on a complété par des facteurs d'émission qui avaient pu être effectivement déjà calculés dans certains laboratoires. C'est le cas, je vous donne un exemple là, du laboratoire de l'Océan, qui avait calculé en fait un facteur d'émission pour un jour mer passé sur un navire quand ils font une campagne en mer. Donc, on a fait on a créé d'autres facteurs d'émission du même type. Alors, quelles sont les étapes pour faire le bilan gaz à effet de serre de votre labo, hein, si vous voulez vous lancer dedans? Et là, on revient à une question qui a été soulevée tout à l'heure par Yann, je crois, sur la concertation. Hein. Et donc, je dirais en préalable, indispensable à l'utilisation de G5.5, c'est d'avoir une personne volontaire qui a envie de monter, hein, d'élaborer ce bilan gaz à effet de serre de l'unité. Mais ensuite, c'est d'avoir l'accord de la direction de l'unité. C'est indispensable. Déjà, hein, que le directeur ou la directrice de l'unité soit d'accord pour rentrer dans cette démarche. Et enfin, la concertation globale à l'ensemble du laboratoire, hein, est aussi vraiment
ce qu'on recommande à tout le monde, hein, c'est de présenter à l'ensemble du laboratoire, comme vous avez fait aujourd'hui, Kevin, et tous ceux qui ont collaboré à la présentation d'aujourd'hui, c'est présenter la démarche à l'ensemble du personnel, hein, pour expliquer pourquoi faire un bilan gaz à effet de serre et comment. Une fois que, donc, je dirais, l'ensemble du personnel a compris l'objectif et même, en l'occurrence, par exemple, dans mon labo, il y a eu un vote, hein, donc, au sein de l'Assemblée générale du labo pour savoir si le labo s'engageait ou non dans ce bilan gaz à effet de serre. Juste le bilan. Hein. Donc, une fois qu'il y a eu, je dirais, une concertation et une approbation, hein, de cette démarche, donc, au niveau du labo, il va falloir que la personne référente aille, sans doute avec plusieurs collègues, hein, chercher des données, donc collecter les données qui sont nécessaires, donc pour les mettre au format GES 1.5. Et là, je vous donne le lien vers la liste des données. Donc, on a établi la liste, hein, qu'il faut pour tout rentrer dans GES 1.5. Mais en gros, c'est les consommations d'énergie, c'est les consommations de carburant, enfin, ce n'est pas les consommations, c'est les kilomètres parcourus, etc. Et donc, une fois qu'elles ont été connectées, ces données, ou au fur et à mesure que vous les collectez, vous pouvez les saisir dans l'outil GES 1.5. Au final, qu'est-ce qui ressort? Une fois que vous avez saisi ces données, bien, vous pouvez obtenir des résultats sous forme de tableaux, sous forme de graphiques. Vous pouvez les exporter et bien sûr, surtout, les analyser. Alors, pour la collecte des données, bien, effectivement, les consommations d'électricité et de chauffage, de façon générale, c'est plutôt sorti des factures des fournisseurs. Mais ça peut être aussi l'outil comptable, hein, ça dépend des labos. Les consommations de gaz réfrigérant, elles sont plutôt au niveau des factures des prestataires de maintenance des systèmes de réfrigération. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, des fois, le système comptable peut permettre de retrouver plus facilement ces consommations. Et puis, par exemple, les consommations des véhicules du labo, c'est les relevés des kilomètres parcourus. Après, hein, si vous avez donc, les jours mères pour les campagnes mères, hein, l'unité, ce sera le jour mère. Si vous avez un hélicoptère, si vous utilisez dans votre labo un hélicoptère ou autre, donc on a donné là, ce sera des heures de vol, etc. Pour les déplacements, donc là je spécifie bien que c'est pour le bilan gaz à effet de serre de 2019, pour les déplacements en mission. Donc il y a encore, hein, on sait que c'est la pierre d'achoppement de beaucoup de labos et c'est normal parce que donc, beaucoup de labos ont plusieurs tutelles et chaque tutelle a un système comptable différent. Donc, pour arriver à obtenir le format donc, du fichier dont on a besoin pour importation dans GES 1.5, ce n'est pas toujours simple. L'IRD a rendu compatible son extraction avec GES 1.5. Au niveau de CNRS, on a travaillé là, donc, depuis décembre avec le CNRS sur l'outil GES Lab, donc leur outil de comptabilité, pour pouvoir donc, avoir une extraction qui va être compatible avec la GES 1.5. Donc là, on est au niveau des tests à l'heure actuelle et ça va très bientôt être le cas. Et puis après, on va continuer d'engager des démarches avec les autres tutelles parce que la saisie à la main est purement du temps énorme et surtout dans les gros labos, c'est impensable. Alors pour 2019, on a un questionnaire domicile-travail donc, qui est établi et qui est standard. C'est ça qui est extrêmement intéressant pour tout le monde, même s'il est critiquable et critiqué, et c'est normal. Hein. Il est intégré dans GES 1.5 en tant que tel, donc il y a juste à suivre le mode d'emploi et à administrer ce questionnaire sur les déplacements domicile-travail de 2019. J'insiste bien, parce que 2020 ayant été très particulier, on va faire un autre questionnaire pour 2020. Donc là, pour l'instant, si vous lancez le bilan gaz à effet de serre de votre labo, c'est extrêmement intéressant pour vous d'aller demander, en fait, hein, on va demander en gros de quoi se souviennent les gens en 2019, comment est-ce qu'ils se déplaçaient. Et donc, c'est très simple, il y a plein de biais, enfin, oui, forcément des biais cognitifs déjà de la façon dont les gens se déplaçaient. C'est une image très simplifiée, il n'empêche qu'elle va être très intéressante par rapport à 2020 et qu'on souhaiterait vraiment arriver à mesurer ça. Donc, n'hésitez pas à lancer le questionnaire, enfin, si vous lancez le bilan maintenant, n'hésitez pas à lancer le questionnaire 2019 en insistant bien auprès des personnes que c'est 2019, que les personnes se souviennent avant le confinement, comment ils se déplaçaient en moyenne par semaine. Au niveau des résultats, voilà très brièvement la présentation. Donc là, c'est la présentation sous l'aspect réglementaire qui n'est pas particulièrement intéressant pour nous. C'est un aspect comptable, on va dire, donc on le fait, hein, on respecte la réglementation, mais ce n'est pas celui-là qui nous intéresse beaucoup. C'est beaucoup plus celui-là. Alors, on a pris un labo fictif. Là, c'est des données. On est en train de sortir un papier là aussi sur donc GES 1.5 et c'est le labo fictif qu'on a construit hein, pour vous donner simplement une représentation. Et donc, où on a
ce qui nous intéresse beaucoup plus, une analyse possible sur l'empreinte carbone des bâtiments d'un côté, l'empreinte carbone des déplacements de l'autre, par rapport à l'empreinte totale, et donc le poids des uns par rapport aux autres, avec des graphiques possibles, donc globaux sur les émissions et les empreintes, ou alors ensuite par item, déplacement domicile-travail et professionnel. Donc, je vous illustre par exemple ici les graphiques déplacement domicile-travail. D'un côté, on peut sortir les émissions, donc par mode et par type de personnes qui se sont déplacées, et de l'autre côté, les distances parcourues. Et donc, pour le même, là c'est bien, la saisie des distances, elle est là, les émissions, elles sont là. On voit des choses extrêmement différentes à cause des facteurs d'émission, en particulier du train, qui est très faible en France par rapport à la voiture. Pour vous aider, si vous avez des petits soucis, déjà, il y a de l'aide en ligne, donc dans l'outil. Dès que vous pouvez aller dans l'outil, n'hésitez pas à aller regarder cette aide. On a ouvert un forum de discussion sur lequel il y a des discussions de fond, généralement, donc qui est ici. Et puis, bien entendu, entre collègues de différents labos, il ne faut surtout pas hésiter à aller se concerter, échanger pour voir un peu comment ils ont fait et échanger les bonnes pratiques. Donc, et l'intérêt, ce serait d'avoir ce bilan gaz à effet de serre 2019 d'abord, parce que c'est non seulement des déplacements domicile-travail, mais c'est aussi les missions qui ont été énormément impactées en 2020. Donc, il nous intéresse vraiment qu'il y ait le plus de labos possible qui fassent d'abord le bilan 2019 avant celui 2020, pour pouvoir justement mesurer les écarts entre les deux. Et donc, une fois que vous avez fait ce bilan gaz à effet de serre 2019, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose, c'est de le présenter aux collègues du labo qui ont entendu parler de pourquoi faire cette empreinte carbone. Il faut leur donner les résultats. Et puis, bien entendu, l'analyse derrière, quels postes sont les plus émetteurs, quelles sont celles sur lesquelles notre labo va pouvoir travailler. Donc, c'est ensuite une réflexion collective au sein du labo sur les actions possibles qu'on peut mettre en place pour réduire, et en particulier, une invitation aussi, comme Mathieu l'a dit tout à l'heure, à entrer dans l'expérimentation donc de Labo 1.5, qui propose donc au labo d'envisager plusieurs options possibles, donc de discussions à mettre sur la table au niveau des labos sur la façon de réduire les émissions, donc soit par la sensibilisation, soit par la taxe carbone interne au labo, soit par un quota, comme a fait l'Océan, soit par un jeu, enfin plein de choses. Et donc, proposer toutes ces options au labo et voir s'il y en a une sur lesquelles ils seraient intéressés par entrer, mettre en place cette action et mesurer dans les années suivantes les émissions qui auront été réduites grâce à ça, ou pas grâce à ça d'ailleurs. Et donc, au-delà de ça, le BGS, le bilan gaz à effet de serre, l'empreinte carbone du labo en 2020 est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi. Pour l'instant, on n'a pas développé, on n'a pas fini le questionnaire domicile-travail, et c'est bien parce qu'on veut que tout le monde travaille d'abord sur 2019. Et au-delà de ça, de notre côté, on est en train de développer l'empreinte carbone numérique et des achats des labos également. Voilà, merci beaucoup de votre attention. J'ai presque dépassé le temps. Merci Odile. Tout petit point technique, donc on a le temps pour les discussions, mais si certains doivent nous quitter, n'oubliez pas s'il vous plaît de nous laisser vos contacts via le formulaire dans le chat. Et Odile, est-ce que tu peux s'il te plaît repasser la main pour l'animation à moi, si ça ne te dérange pas. C'est fait, c'est fait. Merci beaucoup. Et donc, il y a maintenant un deuxième temps. On a un petit temps de questions-réponses avant de tous repartir à nos journées. Si vous avez des questions là un peu plus opérationnelles, on va dire, sur GES 1.5, sachant que vous avez compris que l'idée de cette réunion, c'était également d'enclencher un peu la suite, c'est-à-dire d'essayer d'enclencher cette dynamique collective au CNAM pour que, entre collègues de différents labos, on se lance dans cette démarche, donc le plus grand nombre de labos possible. Je te laisse la parole, Gwenaëlle. Ton micro est coupé. On ne t'entend toujours pas, Gwenaëlle. Tu as le micro coupé. Pardon. Merci beaucoup. Une petite question, Odile, par rapport à au début de votre intervention où vous mentionnez le fait que l'outil est conforme par rapport à la réglementation en vigueur. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire 2-3 mots parce que c'est pour voir d'où pourraient venir d'éventuelles crispations, hésitations de certaines collègues? Alors, je ne vois pas le lien avec la crispation, mais il n'y a pas de souci. La réglementation française, d'une part, elle n'impose pas du tout aux labos de faire leur bilan gaz à effet de serre.
personnes concernées dans la recherche, enfin les entités concernées, c'est les tutelles. Parce que le laboratoire n'a pas d'existence de personnalité morale. Voilà. Hein. Donc, les labos n'ont pas l'obligation de faire leur bilan gaz à effet de serre. Ça, c'est pas la réglementation ne l'impose pas. En revanche, dans la réglementation, ce qu'on a pris, c'est la façon dont les émissions sont réparties en fait en catégories. Donc, les scopes, pour ceux qui connaissent un petit peu, scope 1, 2, 3, qui est donc on va dire un standard international. Le scope 1 étant les émissions directes, le scope 2 les émissions indirectes, et le scope 3, enfin, le scope 2 émissions indirectes liées à l'énergie, et le scope 3 tout le reste. Donc je vous passe le détail. Et donc, on a fait cette répartition des émissions entre le scope 1, 2, 3, telle que la réglementation française jusqu'alors l'imposait. Donc, on le fait, on le présente comme ça, mais très clairement, pour l'action, c'est vraiment pas quelque chose qui nous paraît pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on a développé, nous, ce concept, enfin, c'est pas nous qui avons développé le concept d'empreinte carbone, mais c'est pour ça qu'on a développé l'outil sur l'empreinte carbone. Donc là, par source d'émissions. Et la réglementation française va évoluer sans doute complètement sur 2021. J'ai déjà vu plus que des ébauches, hein, des projets d'évolution de la réglementation qui va aller dans le sens de ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire de demander maintenant aux entités obligées de faire leur bilan selon les émissions les plus significatives. Donc après, reste à déterminer ce que c'est que significatif pour une entité. Mais donc se sortir de ce scope 1, 2, 3 qui est une vision comptable de la chose et qui n'a franchement pas beaucoup d'intérêt. Peut-être éventuellement, Odile, si tu veux redire un mot sur la question de la crispation qu'a soulevée Gwenaëlle. Je t'avais entendu en parler à d'autres présentations hein, sur ces aspects en disant bien que c'est une démarche aussi qui n'a pas du tout vocation ni à classer les labos entre eux, à distribuer des bons points, des mauvais points, ni même au sein des labos, on va dire, à pointer du doigt des personnes par rapport à d'autres. Est-ce que tu peux peut-être développer par rapport à ça, Odile? Oui, donc d'une part, c'est une démarche complète du laboratoire, c'est une image du laboratoire dans son ensemble. Tout, au niveau des données, les données sont protégées, donc sont anonymisées dans le déplacement domicile-travail, par exemple. Les données sont sécurisées. Ça me paraît aussi important de préciser ça. Les données sont sécurisées et donc là, tout a été vraiment mis en conformité par rapport aux demandes CNRS. Je dirais même, à un moment donné, on a été frustré parce que pour les déplacements dans les missions, maintenant, on n'aura pas du tout dans G5.5 les destinations, les origines et les destinations. On n'a que les distances. Donc, vous, les labos, enfin, chaque labo a en entrée ses origines et destinations, mais nous, ce qu'on stocke dans G5.5, ce ne sont que des distances. Parce que donc, le CNRS nous l'a demandé pour être en conformité. Après ça, donc, la démarche, effectivement, n'est pas du tout de stigmatiser l'un ou l'autre, l'une ou l'autre dans un laboratoire, mais c'est beaucoup plus une démarche collective, donc de concertation et je dirais aussi de décision ensuite pour aller tous dans le même sens vers une réduction des émissions du labo. Et donc, bien entendu que certaines personnes ne réagissent pas comme d'autres, hein. Certains ne souhaitent pas réduire leurs émissions pour X raisons. Ça ouvre des débats internes. L'idée, c'est que ces débats soient faits de façon, je dirais, constructive, hein, les uns avec les autres, et puis que les décisions soient prises ensuite au niveau du laboratoire. Hein. Pour vous donner un exemple, là, dans mon laboratoire, il y a des oppositions fortes. Il y a eu des débats sur simplement le fait de faire un bilan gaz à effet de serre, et il y a eu un vote avec des personnes qui n'étaient pas forcément, enfin qui n'étaient pas favorables. Hein. Il y a eu un vote pour aller jusqu'à ce bilan gaz à effet de serre. Le laboratoire de l'océan a aussi voté. La majeure partie des labos donc construisent en amont toute je dirais toute la concertation, la plus conviviale et la plus respectueuse des uns et des autres. Et après, les décisions peuvent être prises sur décision de l'Assemblée générale ou de conseil de labo, par exemple. Est-ce que ça répond En fait, je ne vois pas, Gwenaëlle, je ne vois pas le lien entre la réglementation et la crispation. Je ne sais pas s'il y en a un, enfin, je ne vois pas ce que tu voulais dire. Parce qu'en fait, je ne voyais pas à quoi se rapportait la réglementation. Je ne savais pas quels enjeux étaient visés par la réglementation. Voilà, je me demandais, d'où ma question un peu générale. Et moi, j'avais fait un lien, mais de façon très abstraite, on va dire. D'accord. Alors, je voudrais juste une précision aussi. Dans Labo 1.5, en ce moment, on est en train de travailler sur un texte qui, on espère, sortira bientôt quand on sera… Là encore, c'est une grande concertation entre nous. Et on travaille sur un texte, justement, insistant bien sur le fait que
On a produit cet outil GES 1.5 et il nous paraît intéressant de le travailler au sein des labos, de l'utiliser, de se l'approprier au sein des labos pour une démarche interne au labo, mais on ne souhaite surtout pas que cet outil devienne un outil d'évaluation des labos. Et donc, on est vraiment dans cette démarche. On est en train de l'écrire noir sur blanc, de le préciser, d'insister, de justifier et voilà, d'être très clair là-dessus. On veut rester, on a produit un outil qui vise à la concertation, qui vise à l'expérimentation, un outil de recherche, mais surtout pas un outil d'évaluation des labos les uns contre les autres, par exemple. Je crois qu'on a une question aussi de Brice Tréméac. Oui, merci pour ce webinaire. Juste 2 points pour préciser ce que j'ai mis sur le chat avec cette histoire de gaz réfrigérant. C'est juste que le terme... donc je suis directeur d'un laboratoire du froid, donc on étudie les systèmes thermiques et notamment les systèmes frigo. Et c'est juste la sémantique. Le réfrigérant, c'est parce que c'est de l'anglicisme en fait. Et le terme gaz, c'est tout simplement que dans votre machine frigorifique, en fait, votre frigo ménager, vous êtes à la fois à l'état liquide et à l'état vapeur. Donc c'est pour ça qu'on généralise sous le terme fluide. D'où le fait qu'on utilise plus le terme fluide frigorigène. J'avais également du coup une question là-dessus, parce que finalement je parcourais le site web pour savoir un peu comment vous calculiez tout ça, et je n'ai pas trouvé d'infos sur le calcul des émissions des fluides frigo. Et notamment, je suis assez surpris que ça revienne aussi souvent dans les liés au bâtiment. Enfin, je comprends bien l'idée, mais par contre, comment les chercheurs ont cette information, puisque un chercheur ne peut pas manipuler un fluide frigorigène s'il n'est pas habilité. Donc c'est forcément des structures externes. Enfin, nous, on le fait au laboratoire, mais pour nos manips. Et du coup, est-ce que c'est une information qui est facilement accessible pour eux, pour monsieur et madame tout le monde? Alors, je suis en train de regarder, effectivement, je vois sur la méthode de calcul trop technique. Parce que sur votre site, je n'ai pas trouvé d'infos sur ce truc-là. Oui, justement, donc je me rends compte qu'il n'y est pas, il y est en fait au moment de la saisie. Donc là, on explique effectivement, mais il n'y est pas, je viens de regarder là dans la méthodo, on a mis beaucoup de choses, mais ça n'y est pas ça. Donc la méthodo, c'est simplement d'identifier le gaz réfrigérant, alors pardon, le fluide frigorigène. Non, mais on va le changer. Je veux dire, c'est bien, au contraire, on ne demande que ça. Donc, je veux dire, on n'est pas des spécialistes de la réfrigération, donc on va le changer. Mais donc, l'idée, c'est d'identifier quel est le fluide frigorigène utilisé, et ça, c'est pas toujours facile. Je vais vous expliquer après comment on fait. Et puis, on multiplie par le pouvoir de réchauffement global qui est donné dans la base carbone de l'ADEME. Ah, mais c'est pas bon. Pardon. Eh ben, c'est bien que vous nous disiez, parce que pour l'instant, c'est ça la réglementation. Là, on suit la réglementation. La réglementation est fausse alors, puisque en réalité, il faut donc c'est forcément des entreprises qui doivent le faire, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Donc les ça, je vais y entreprises venir, ont l'obligation de récupérer 100% du fluide frigorigène. Donc en fait, en réalité, vous devriez tenir compte que des fuites. C'est ce qu'on fait. Oui. Ah d'accord, pardon. ok. Oui, pardon. C'est pas la masse fois le PRG, quoi. Non, pas du tout. C'est les fuites frigorigènes. Et donc, on donne en plus, dans l'outil, on donne en plus, il faut que je vérifie, parce que je pensais qu'on l'avait mis en ligne. Dans l'outil, on prend en compte, on donne même la façon d'évaluer les pertes donc, si le labo n'a pas d'informations, voilà, en fonction du volume, de la capacité du système de réfrigération, donc en fonction de si c'est un système en fin de vie ou si c'est un contrat, donc juste au moment où il est mis au rebut. Je crois qu'il y a dû avoir 30% de pertes, et autrement, en moyenne, ça doit être entre 6 et 9% en fonction du système, donc 6 et 9% du volume contenu dans le système, quoi. Et voilà, mais donc on prend ces fuites du système, du fluide en question, et on multiplie par le PRG. Et je vous retrouverai exactement la façon dont on le fait, je vous l'enverrai si il n'est pas là. Merci. Je pense que si vous rentrez dans l'outil, vous devriez trouver normalement, on donne l'information, il me semble, au moment de la saisie. Il y a une bulle d'information au moment de la saisie, justement disant voilà comment vous pouvez faire si vous n'avez pas d'information. Sachant qu'effectivement, les données elles vont de façon générale être fournies par les prestataires extérieurs, de ces prestations de froid, et qui vont avoir sur la facture le montant qu'ils ont remis dans le système, en fait, et donc qui correspond aux pertes, aux fuites générées pendant l'année. Très bien, merci. Avec plaisir. Okay. Merci. Alors, je me permets juste, parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui nous quittent.
Donc, j'aimerais juste dire 2 mots et peut-être qu'après, on aura encore le temps après coup pour des questions un peu plus techniques ou autres. Mais peut-être 2 mots de conclusion, de pré-conclusion, on va dire. Vous avez bien compris que l'idée maintenant, là, ce qu'on aimerait vous encourager à faire pour les personnes présentes, c'est justement de faire cette démarche, d'aller parler de cette initiative de bilan GES à l'échelle d'un laboratoire au sein de vos labos. Donc, pour ça, si vous êtes intéressé pour proposer cette démarche, encore une fois, n'hésitez pas à remplir le questionnaire que je remets une nouvelle fois dans le chat. Vous pouvez être simplement intéressé pour participer à la suite des webinaires, à la suite des discussions sur cette question, ou essayer d'être moteur au sein de vos labos pour proposer de se lancer dans cette démarche. Et en gros, l'idée, c'est qu'on se retrouve dans un petit délai, peut-être 1 mois ou 2, le temps que chacun puisse avoir eu le temps de discuter de ça au sein de ses équipes pour envisager la suite et puis voir comment on peut coordonner à l'échelle du CNAM, parce que ce qu'a montré Odile, c'est qu'il y a des questions notamment liées au bâtiment, par exemple, qu'on va devoir aller chercher auprès des services intérieurs, et ça, on pourra le faire collectivement plutôt que que chaque labo le fasse individuellement. Il y a peut-être des choses à faire plus collectivement dans cette démarche d'empreinte carbone. Donc voilà, n'hésitez pas donc à nous laisser vos contacts et à nous faire un petit retour éventuellement si les discussions ont pris dans vos labos, dans vos équipes. Je suis à votre disposition aussi. Je veux dire, n'hésitez pas d'abord à regarder la méthodo, l'aide, le forum de discussion, parce qu'il y a déjà énormément de choses dessus et qu'on reçoit beaucoup de messages. Mais s'il y a des interrogations auxquelles vous n'avez pas trouvé réponse dans les documents qu'on a déjà fournis, naturellement, n'hésitez pas à venir vers nous. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions ? Ok, écoutez, dans ce cas, je pense qu'on peut peut-être conclure là-dessus. Merci beaucoup, Odile, pour la présentation. Merci Mathieu et Gwenaël. Zach a dû nous quitter parce qu'il partait en TP. Et puis, merci à tous et à toutes d'avoir assisté à la réunion. On espère, on va laisser un peu le temps filer pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent lancer la démarche, en parler, à minima en parler au sein des labos. Et on essaie de se retrouver dans quelques semaines pour en discuter de nouveau et là peut-être un peu plus mettre les mains dans le cambouis, on va dire, de ces bilans carbone. Et merci à toi, Kevin, pour cette initiative. Merci beaucoup de nous avoir réunis. Voilà. Et merci à vous tous. Bravo. Bien, au revoir. Bon après-midi et à très bientôt. Ouais. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.